Ce groupe donc de Brookhaven, en 1957, va publier un rapport. Il parlait de la nécessité d'évacuer éventuellement, donc en cas d'un accident dans un réacteur d'une puissance d'environ 500 MW, de l'ordre de 240 000 km², par exemple. Et il parlait, ces experts-là à l'époque parlaient de la nécessité éventuelle d'évacuer une grande ville. Il parlait de plusieurs dizaines de milliers de victimes. Il parlait des coûts allant au-delà de 7 milliards de dollars pour l'époque. Donc des estimations qui ont été jugées catastrophiques. Et dans ce cadre-là, les entreprises américaines, évidemment, se sont avérées extrêmement frileuses face à des perspectives de dégâts aussi étendus qui pouvaient résulter donc des cas de défaillance dans les centrales nucléaires. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les États-Unis ont très rapidement promulgué une loi, dit le Price-Anderson Act, qui a en fait justement cadré cette question de responsabilité. C'est là donc qui a émergé cette idée que la responsabilité des industriels doit être limitée, à la fois exclusive et limitée, disent les textes. Exclusive dans le sens que c'est l'exploitant, c'est-à-dire l'industriel qui exploite les centrales, qui va être le seul responsable des dégâts, des fautes avérées, donc en cas d'accident. Ce qui veut dire que donc tous ceux qui seront engagés dans la construction, dans les maintenances, etc., ou même dans les transports, vont être exclus de cette responsabilité, ce qui était une façon en fait de pouvoir aller au plus vite, de pouvoir en fait concentrer sur un seul acteur pour ne pas en fait créer disons des désaccords encore plus étendus autour de multiples acteurs industriels qui devaient être engagés dans ce processus. Donc une responsabilité exclusivement centrée sur l'exploitant, mais en même temps limitée. Limitée à plusieurs titres. Limité d'abord sur le plan financier. Pour les exploitants, c'était 60 millions de dollars et pour l'État, c'était 500 millions de dollars. Et donc, un total de 560 millions de dollars, bien au-dessous tout de même, donc, des premières estimations du rapport d'Ivosh que j'ai cité, qui parlait, lui, des milliards de dollars, en fait, de dégâts en cas, donc, d'un accident, parmi les premiers, donc, envisagés à l'époque. L'industrie américaine n'aurait pas accepté qu'il y ait, en fait, une responsabilité illimitée. Aussi parce qu'en fait, les assureurs n'auraient pas accepté, en fait, les compagnies d'assurance n'auraient pas accepté d'aller au-delà d'un certain plafond. Et d'ailleurs, les plafonds retenus étaient justement les valeurs maximales qui étaient acceptées par les compagnies d'assurance américaines à l'époque. Cette responsabilité était limitée aussi dans le temps. Parce que en fait, il fallait dans les 10 années suivant l'accident nucléaire en question que les victimes demandent des dédommagements. Au-delà de ce délai, aucun dédommagement n'était possible, sauf pour des maladies latentes. Parce qu'on sait que les maladies radio-induites ne s'avèrent pas d'un coup. On l'a eu à Tchernobyl. Ulrich Beck a pu même parler après Fukushima du fait que une partie des victimes de Fukushima ne sont peut-être même pas encore nées. Donc voilà, il y a ce décalage entre l'irruption des maladies et puis le moment même où l'accident a eu lieu. Donc pour ce décalage-là, un délai de 2 à 5 ans ont été envisagés aussi, donc un délai supplémentaire. Ça c'est un délai dit de découverte en fait de maladies. Troisièmement, une responsabilité limitée aussi en termes de dommages. Parce qu'en fait, la loi américaine, mais aussi, en fait, il faut le dire, toutes les conventions internationales qui vont suivre, et je vais y revenir, n'ont en fait concerné et ne concernent encore aujourd'hui que d'une part les dommages corporels, c'est-à-dire les dommages aux personnes, et d'autre part les dommages aux biens. Et du coup, les dommages à l'environnement, qui, comme on le sait, sont très importants, ne sont à l'heure actuelle pas pris en compte.
Ça, c'est le cadre américain que j'ai explicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce cadre, et c'est ce cadre de pensée surtout, en fait, va directement influer sur la façon dont le problème sera pris en charge en Europe. À peu près 3 ans après, donc la loi américaine dite de Price-Anderson Act, la Convention de Paris va en fait se baser sur le même principe de responsabilité limitée, sans fixer des limites pour les responsabilités des États, ce qui va intervenir avec une autre convention, donc celle de Bruxelles, signée par une partie des pays européens. Une troisième responsabilité est également engagée donc par la convention de Bruxelles, c'est celle des parties contractantes, c'est-à-dire tous les pays qui signent la convention, qui, par cette convention de Paris, vont être en fait contraints à contribuer à une sorte de pool en fait financier, donc de dédommagement, de compensation. Les montants qui doivent être engagés par les différents pays dépendent en fait d'une part de leur produit national brut et d'autre part de la puissance nucléaire installée sur leur territoire. Selon la loi de 1968 donc de responsabilité civile française, la responsabilité en fait limitée de l'exploitant est montée à 91 millions d'euros. L'exploitant, donc EDF en premier lieu, mais aussi Areva à l'heure actuelle et le CEA pour les installations qui les concernent. Pour la Areva évidemment, c'est notamment l'usine de La Hague, sont donc tenus de cette somme, enfin de ce plafond. Au-delà de cette somme, l'État est tenu de compléter jusqu'à 345 millions d'euros. Il y a un énorme écart donc entre les sommes qui sont envisagées en tant que somme pour la compensation, pour les dédommagements en cas d'accident et les sommes réelles auxquelles la France serait confrontée en cas d'accident. En France, concernant les coûts d'accident tels qu'ils ont fait l'objet d'une médiatisation, en fait, notamment à partir de mars 2013, à la suite d'un article publié dans le journal Le Dimanche, l'IRSN a fait des mises au point sur ces études donc menées dans ce domaine depuis 2005. En 2007 notamment, un rapport d'expertise donc a été finalisé par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce rapport d'expertise en fait développe 2 types de scénarios d'accident. Le premier, c'est un scénario dit de base pour un accident dit grave, c'est-à-dire avec des relâchements des radioéléments dans l'environnement mais plutôt limités. Et un deuxième dit de scénario de base pour des accidents majeurs, donc avec un relâchement beaucoup plus important des éléments fissiles dans l'environnement, donc avec une contamination des territoires et des coûts sanitaires extrêmement élevés pour les populations. Dans le scénario d'accident grave, en fait, la valeur moyenne de coût d'accident donc avancé par l'IRSN dans cette étude donc de 2007 s'élève à environ 120 milliards d'euros. Alors que pour l'accident dit majeur, donc le scénario retenu par l'IRSN met en avant en fait un chiffre moyen d'environ 430 milliards d'euros. À quoi correspond cette somme en fait et pourquoi il y a aussi des mentions des sommes encore plus élevées qui multiplient par 5, 6 ces sommes. Enfin, on peut se perdre dans les chiffres, c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, juste pour faire un rappel avec un détour vis-à-vis de ce qui est légalement donc encadré, donc une somme dans de l'ordre de 345 millions d'euros, on est bien loin. Enfin, il y a donc d'un côté, si on prend que la valeur moyenne de 430 milliards d'euros, une somme qui correspond presque à un quart de produit national brut français, et d'un autre donc des montants prévus qui correspondent à peine à 1 sur 1000 ou 2000 de cette somme. Sachant que
l'IRSN précise dans son rapport, en fait, toutes les limites de cette étude. Elle se concentre tout de même sur les conséquences d'un accident dans des milieux notamment ruraux, en excluant par là même la contamination des grandes villes. D'autre part, il s'agit évidemment aussi des limites dans le scénario même, parce que le scénario concerne en fait le relâchement d'un tiers, par exemple, seulement des radioéléments en cas de fusion de cœur. Si on se tenait qu'au coût dit global ou moyen, c'est donc 430, c'est déjà un quart en fait du produit national brut. Il faut savoir que la Biélorussie en 1990 réservait toujours en fait un cinquième de son budget national donc à la réhabilitation des territoires contaminés. Donc on est face, ne serait-ce qu'en prenant les chiffrages, les estimations faites par les organismes publics, par les experts publics, à des estimations de dégâts extrêmement aggravées. D'ailleurs, l'IRSN indique bien dans son rapport que si on se trouvait face à un accident dit majeur, ce que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a jugé possible, parce que le risque zéro n'existe pas, eh bien, ça serait pas seulement une catastrophe nationale, mais aussi une catastrophe européenne. Donc en fait, le rapport de la Cour des comptes de 2012 précise bien les responsabilités civiles telles qu'elles s'appliqueront ou s'appliquent en France. Donc selon la loi française de 1968 et quelques modifications qui ont été apportées à cette loi, la responsabilité limitée de l'exploitant donc correspond à une somme d'environ 91 millions d'euros en France. Après, l'État est tenu à compléter cette somme jusqu'à 345 millions d'euros en fait. Pour le restant, il y a au mieux des ajustements en fait prévus en cas d'accident. Par exemple, la loi française prévoit qu'un cabinet ministériel puisse envisager des indemnisations supplémentaires si les indemnisations en question ne suffisaient pas. C'est précisément ce type d'ajustements qui ont lieu en fait à l'heure actuelle au Japon. Au Japon, TEPCO, quand il s'est lancé donc dans le business nucléaire, a été tenu d'une responsabilité illimitée. Là, c'est vraiment un cas différent de celui de la France, des États-Unis ou de la plupart des pays européens. Le Japon n'a signé aucune convention internationale, mais sa loi nationale donc de responsabilité civile qui date de 1961, en fait, contrairement aux lois françaises ou américaines, insiste sur la responsabilité illimitée de l'exploitant en cas d'accident. Il faut savoir que selon la loi japonaise, en fait, la responsabilité illimitée de TEPCO en même temps impliquait une mise à disposition d'un fonds d'1 milliard d'euros en fait, dès le départ, c'est-à-dire sans avoir mis ce fonds disponible, TEPCO ne pouvait pas en fait engager la construction ou l'exploitation des centrales. En 2011, tout de suite après les accidents en chaîne de Fukushima, deux types de lois ont été votées. La première apportait création donc d'un organisme d'aide à l'indemnisation des victimes de l'accident nucléaire. Cet organisme sera ou est en train d'être en fait financé d'une part par l'État japonais et d'autre part par toutes les compagnies électriques japonaises en fait qui contribuent donc pour pouvoir créer un fonds supplémentaire pour les indemnisations. Et dans ce cadre, il faudrait peut-être préciser le fait que les compagnies électriques japonaises sont autorisées en fait à augmenter le prix de kilowattheure. Donc il est probable que les consommateurs aussi contribuent évidemment à l'alimentation des fonds ou du budget de cet organisme donc qui vient en fait compenser une bonne partie des indemnisations, des dédommagements. La deuxième loi donc votée en 2011 au Japon concerne en fait
prise en charge par l'État japonais directement des avances à faire pour les indemnisations dites d'urgence, pour des dédommagements dits d'urgence, parce qu'évidemment la situation est d'une extrême urgence et il est exclu d'attendre des années pour alimenter un fonds, le budget d'un organisme donc mis en place par l'autre loi de 2011. Donc cette deuxième loi, en fait, engage l'État à financer, donc à faire des avances pour l'indemnisation des victimes donc dans un cadre d'urgence pour au moins la moitié en fait des dédommagements. Donc on voit clairement que cette responsabilité illimitée qui théoriquement devait donc concerner TEPCO, en réalité a été bien réorganisée d'une certaine façon, et c'est en grande partie quand même l'État japonais donc qui est en charge des indemnisations actuelles des victimes.